Bonjour, nous sommes le vendredi 6 août 2021 et je vous dis pas la météo, vous devez savoir ce qu'elle en est. Après tout ce que je vous raconte depuis le mois de juillet, vous devez être au courant de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il pleut. Il pleut en ce mois, en ce 6 août. Donc encore une fois, le mois d'août, il est complètement pourri, comme l'a été le mois de juillet. Et je dirais même la fin juin, fin juin, c'est-à-dire début de l'été, 21 juin. Eh bien, depuis lors, qu'est-ce qu'on a connu? Mais rien du tout. On n'a pas eu d'été cette année-ci. On a eu, on pourrait appeler ça une saison complètement gâchée, c'est une saison complètement ratée. En tout cas, on n'est pas encore arrivé à la fin de la saison, mais en tout cas, il est clair que cette saison, on pourrait ne pas l'appeler un été, mais on pourrait appeler ça une autre saison. Je sais pas, on pourra attribuer un nom à, ça, à une saison pareille. Hein. C'est même pas un automne, c'est ni un printemps, c'est ni un hiver. C'est mitigé entre un automne et un été. Je ne sais pas comment on pourrait appeler cette saison-là, une saison un printemps, un printemps, comme bon, une découpure du mot printemps et une découpure du mot été. Un printemps, voilà, c'est une saison printemps. Voilà, qui serait le mitoyen entre le printemps et l'automne. Mais je dirais même que je, je, je mettrais aussi le mot haute, haute printemps. C'est-à-dire qu'il il prendrait voilà, l'aspect de trois saisons, automne, printemps, été. Mais en tout cas, l'été, pas du tout, parce que je n'ai pas entrevu un jour de canicule au mois de juillet ou au mois d'août. Donc ceci étant dit, la météo euh, n'a pas cessé de faire des siennes et on n'y voit pas euh, une, on n'y voit pas le bout du tunnel de ce mois d'août, de ces débuts, en tout cas de ce début août. On n'y voit pas le, enfin je dirais pas le début du tunnel, la fin du tunnel. On n'y voit pas la fin du tunnel. On est le 8 août, enfin le 6, je m'excuse, le 6 août, et on n'a rien connu de bon depuis l'entrée de l'été, jusqu'à aujourd'hui. Ben, il reste presque plus longtemps pour l'été. Et je vous dis, ce mois-ci va vite passer, on va vite rentrer à la rentrée sociale. On va vite entrer à la rentrée sociale. Les, les semaines vont vite passer, hein, ça passe très vite. Une année passe très vite. 5 ans, ça passe très vite. Ça passe très vite 5 ans. Donc, donc on va vite se retrouver au mois de septembre. Au mois de septembre, c'est la rentrée sociale. Ben, on aura vu pas grand-chose voilà, d'un été 2021 qui a été complètement pourri. Complètement pourri. Ceci étant dit, voici un énoncé. Dans l'espace muni d'un ROD, c'est-à-dire un repère orthonormé direct, je vous rappelle qu'un repère orthonormé direct, c'est un repère de l'espace X, Y, Z, pour lequel, ben, si vous faites tourner le X vers le Y, mais le Z, il est montant. Bien sûr, il contient une origine. Hein. Et en plus de ça, il est orthonormé, c'est-à-dire que les trois vecteurs IJK de base sont perpendiculaires. Alors, donc on a l'espace est muni d'un ROD. Donc c'est-à-dire que, pourquoi dit-on ça? Parce qu'on n'a pas à le fixer. On n'a pas à le fixer. Il y a des problèmes où le repère orthonormé n'est pas donné. Et c'est à vous à le placer correctement pour faire des démonstrations, pour faire des calculs. Voilà. Il y a des problèmes comme ça. Il y a des problèmes où c'est à vous à fixer un ROD. Alors à ce moment-là, enfin un ROD, pas forcément un ROD, mais en tout cas un repère direct pour faciliter le calcul. Et donc, c'est à vous à le placer judicieusement pour faciliter les calculs. Hein. Mais ici, il est donné le ROD, donc il n'y a rien à faire, il est donné. C'est comme si vous ouvrez GeoGebra, vous avez déjà directement un repère, mais ici, il est repère 2D, je vais le mettre en repère 3D. Donc je vais effacer ceci, aller rechercher un repère 3D. Voilà, là j'ai un repère 3D, X, Y, Z, où je peux placer le IJK, les vecteurs IJK. Alors, je vais d'abord placer l'origine. 0, 0,
0. Le point A, 1, 0, 0. Point B égale 0,1,0 et le point C égale 0,0,1. Ceci, j'en fais le vecteur OA, qui est vecteur de base, vecteur OB, qui est aussi un vecteur de base, et vecteur OC, qui est un vecteur de base. Voilà. Donc, j'ai les trois vecteurs de base. Donc, IJK, en fait, c'est IJK, c'est UVW ici. Les appeler UVW, je peux les rechanger, hein, je peux mettre IJK. Bon, je n'ai pas envie de les changer, parce que UVW, ça me sied, ça me dérange pas. Donc, je vais garder UVW. Voilà, donc on a un repère qui est installé dans l'espace. Bon, ici c'est un faux espace, vous le savez très bien. C'est parce que tout est plat. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont fait un dessin du plan du bas, qui est un plan, mais ils l'ont mis sous forme d'un rectangle, bon, qui est grisâtre, pour donner un aspect spatial. Mais tout ici, dans le plan, tout est calculé et redessiné de façon à faire se voir une forme spatiale, mais il n'y a rien qui est spatial ici, je vous le dis tout de suite. C'est un écran plat. L'écran est plat, et le dessin se fait dans un... Voilà, le dessin se fait voilà, dans un plan. Hein. C'est une vue, c'est une fausse vue, c'est des fausses vues. C'est une fausse vue 3D, donc on va se dire qu'on est dans l'espace. Voilà, on est dans l'espace. Voilà, on donne dans l'espace, menu d'un repère orthonormé, on donne la droite D. Donc il y a une droite qui est donnée. C'est l'énoncé. Et bien sûr, il demande de cocher les réponses correctes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une réponse correcte? C'est une réponse qui est bonne. C'est-à-dire que réponse correcte, c'est par rapport à une question. Enfin, c'est par rapport à, on va dire une formulation. Et cette formulation, elle est soit vraie, soit fausse. On a une formulation qui est vraie ou fausse. Donc, réponse correcte, c'est cocher une réponse qui est vraie, c'est-à-dire bonne. Une réponse bonne est une réponse, une assertion, on va dire, bonne, est une assertion vraie. Donc, il faut cocher la réponse vraie. Donc, répondre à une réponse, cocher une réponse correcte, c'est répondre à une réponse vraie, une assertion vraie. Et donc, il faut la cocher. Alors là, vous voyez le mot case à cocher. Cocher, on a une case à cocher ici. Alors, cette case à cocher provient de l'informatique. Parce que il existe en informatique le bouton, ce qu'on appelle le bouton radio. Alors, quand vous avez un bouton radio en informatique, ben, la différence entre un bouton à cocher et un bouton radio, c'est que le bouton radio, ben, vous avez qu'une sélection à faire. Quand vous avez plusieurs boutons radio, il n'y a un seul choix. Il n'y a qu'un seul choix. Par contre, ici, les cases à cocher, ben, vous aurez compris que c'est un choix multiple. Je peux cocher celle-là, comme je peux cocher celle-là, comme je peux cocher celle-là, pour autant que vous estimez qu'elle soit vraie. Et si elle n'est pas vraie, bon, vous aurez compris que si c'était l'inverse, si vous avez coché vrai alors que c'était faux, si vous avez coché alors qu'elle ne devait pas être cochée, ben, bien sûr, vous serez sanctionné au niveau de points. C'est-à-dire que vous n'aurez pas bon. Et donc ça va influencer sur, si c'est un examen ou un interro, un devoir, vous êtes sanctionné au niveau des points. Voilà. Donc on a ce qu'on appelle en informatique, ça vient de l'informatique, hein, les cases à cocher. Les cases à cocher permettent une sélection, un choix multiple. Alors que le bouton radio, lui, permet une seule sélection. Une seule sélection. Mais ici, vous avez le choix. C'est un choix multiple. Ben, votre choix va être fait en fonction de vos
connaissance, bien sûr, c'est une question de connaissance. C'est pas. Oui, je vous rappelle encore une fois, ceci, certains croient que parce qu'ils vont avoir voilà, des questions à cocher à l'examen, ou des boutons radio, ou des réponses par vrai ou faux, que l'examen est facile, hein, loin de là. Euh, Déjà, les cotations sont faites en fonction d'eux. Parfois, il y a des cotations de vrai ou faux. Si vous avez mal coché, vous avez moins un. Moins un. Et non, vous n'avez pas zéro, vous avez moins un. Donc, c'est pas toujours facile comme les gens le croient. Ils se disent, bon, c'est un vrai ou faux, on va avoir un vrai ou faux. Avoir un questionnaire vrai ou faux, à l'examen, ou des cases à cocher, ou des boutons radio, ou des vrais ou faux, des sélections multiples, ou des questions à choix multiples, mais demande de bien connaître sa matière. C'est pas un examen c'est pas un examen de l'auto, hein. Vous cochez pas ce que, voilà, c'est pas un bulletin de l'auto où vous allez cocher n'importe quoi. C'est pas un bulletin de l'auto, hein. Voilà, ne croyez pas que les examens vrai ou faux sont les plus simples. Ça demande toujours des connaissances en arrière-plan. Si vous ne connaissez pas, ben, vous serez sanctionné en fonction d'eux. Donc, n'allez pas croire qu'un examen vrai ou faux est plus facile qu'un autre examen. Ça ne dispense pas de, de, de connaître sa matière et de devoir l'affronter avec beaucoup de sérieux. Voilà, donc ici je disais, je reviens maintenant sur ça. Donc ici c'est un méli-mélo, hein. Vous avez compris que c'est un méli-mélo d'assertion. Voilà. Dans l'espace menu d'un repère orthonormé, on donne la droite. Bon, ça c'est une donnée, on a une droite. Et on demande via ABCDE des assertions pour lesquelles il faut choisir par vrai ou faux. Ben, on a un méli-mélo d'assertion. C'est un mélange. Un mélange. Tout n'est pas forcément relié. euh, une question n'est pas reliée avec l'autre forcément, hein, loin de là. Bon, donc dans l'espace menu d'un repère orthonormé, on a une droite. La droite, on connaît son équation. Alors je vous rappelle qu'en mathématiques, on a des symbolismes. Ici, bon, ils ont fait un mélange entre symbolisme et, euh, et phrase. Bon. Alors la droite, effectivement, son symbolisme, elle est donnée. On donne la droite. La droite, c'est d, x égale lambda moins 2, moins lambda plus 1, et de lambda. Enfin, donc on écrira, en mathématiques, on donne la droite, soit d a pour équation x égale y et z. Alors une droite, je vous rappelle que il y a un paramètre, alors qu'un plan, il y a deux paramètres. C'est l'équation paramétrique. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation paramétrique d'une droite. Bon, il contient qu'un paramètre. Donc, je disais que c'était lambda moins 2, moins lambda plus 1 et 2 lambda. Lambda moins 2. Le paramètre étant, là, on a 1 lambda. On a moins lambda moins 1. Enfin, moins lambda plus 1, je m'excuse. Moins lambda plus 1, c'est-à-dire moins 1 lambda plus 1. Les coefficients sont fondamentaux ici, hein. C'est pour ça que je les écris. D'habitude, le 1, on ne le met pas s'il est neutre. Bah, ici, il faut le mettre parce que ça donne des informations. Alors le z, il vaut de lambda. Donc là, c'est la droite qui est donnée. Soit une droite pour laquelle, bien sûr, lambda appartient à R. Hein, ça, bon, lambda appartient au réel. On n'a qu'un seul paramètre, c'est bien l'équation d'une droite. Et je dirais même l'équation paramétrique d'une droite. Alors, dès qu'on prend le point 2 moins 3, 2, c'est la première question. Alors, on va l'établir. Dès qu'on prend donc, ouais, dès qu'on... alors, A, c'est un point. D, c'est une droite. C'est une infinité de points. Donc, on a une infinité de points, qui est la droite, pour lequel on a un point A. Alors, le A est inclus dans la droite. Est inclus. Alors, A peut-être, on peut dire A appartient à la droite. Hein.
On peut dire que un point appartient à une droite. On peut dire que aussi, bon, si je comprends, si je dis qu'A est un sous-ensemble qui contient A, pourquoi pas, c'est l'ensemble que j'appelle point. En fait, ici, ce que je fais, je mets un ensemble. Et je mets qu'un seul point dans cet ensemble qui est A. Et je dis qu'à ce moment-là, ben, le point A est normalement le point A qui serait inclus dans l'ensemble est qui appartiendra à l'ensemble petit point P, il est inclus dans D. Alors on pourrait dire que bon, le point je ne vais pas l'appeler A parce que sur GeoGebra j'ai déjà appelé mon point A. Je vais l'appeler point P. Parce que j'ai ABC sur GeoGebra. Donc ici je vais l'appeler P. Alors quand il dit dès qu'on prend le point 2, 3, 2, ben c'est le point P, ça, je vais l'appeler P. Donc P appartient à la droite. Ou si vous voulez, on peut dire aussi que P passe D passe par P. Alors, ici, c'est une assertion à vérifier. Hein. C'est à vérifier, bien sûr, je dois vérifier ça. Je dois vérifier la véracité, si c'est vrai ou pas. C'est une assertion, bon, je vais regarder si c'est vrai ou pas. Hein. Bon, ici, pour l'instant, je fais que énoncer. J'énonce une assertion, mais je ne sais pas si elle est vraie ou fausse. Je vais la vérifier. Alors, P appartient à D, c'est-à-dire que D passe par P. Je peux dire aussi que P est inclus dans la droite. Mais je peux dire aussi que D comprend P. Voilà, donc c'est toutes des façons de voir les choses. Mais ici, ils ont dit justement, il comprend. Donc, D comprend le point 2, 3, 2. C'est plutôt D comprend P qui est 2, 3, 2, 3, 2. Alors, ça, il ne faut pas cocher n'importe quoi. Le tout, c'est pas faire n'importe quoi. Oui, c'est vrai, c'est faux. Et vous tapez, bon, c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Bon. Non, ça va pas comme ça. Vous devez vérifier. Hein. Vous devez prendre une feuille de papier sur le côté. Les vrais ou faux, c'est de prendre un papier sur le côté. C'est pas de commencer à cocher n'importe quoi. Les vrais ou faux, c'est de calculer sur le côté. Hein. Et ça, c'est vrai pour tout vrai ou faux. Hein. N'allez pas faire des vrais ou faux. C'est pas un jeu de loto. Hein. C'est pour ça que beaucoup de gens croient que c'est un jeu de loto et beaucoup de gens se font surprendre. Hein, parce que c'est pas le but, c'est pas de cocher, c'est de vérifier sur un bout de papier sur le côté, de faire les calculs sur le côté. Vous avez le temps nécessaire pour faire tous les calculs. Hein. Donc voilà. Donc ceci étant dit, ben, on va faire le calcul, on va vérifier. Maintenant, c'est vrai que les calculs ne doivent pas prendre 2 heures, c'est surtout ça. Pour chaque question. Bon, là, en ce moment, vous allez outrepasser votre temps. Vous prenez le temps nécessaire pour faire les calculs. Mais ce qui est sûr, c'est que vous devez avoir bon la réponse. Et plus vous aurez bon à chaque réponse parce que vous avez tout calculé correctement, eh bien, vous allez, on va dire, accumuler de bons résultats. Alors, ce point 2, donc le point, c'est P. Le point, c'est P. 2, moins 3, 2. Alors, comment voir si D est inclus enfin, que D comprend le point P ou que P est inclus dans D ou que P appartient à la droite ou que le point passe par la droite, eh bien, il suffit tout simplement de mettre les coordonnées qu'on a, 2, Y vaut moins 3 et Z vaut 2. Vous le mettez dans l'équation. L'équation, c'est lambda moins 2 égale moins lambda moins 1 égale 2 lambda. Alors, si vous arrivez à trouver lambda, un unique lambda pour les trois, eh c'est que c'est bon.
Si vous avez un unique lambda pour les trois, c'est bon. Mais si vous n'avez pas un unique lambda pour les trois, c'est que c'est faux. Bon, on va vérifier celui-ci. Ben, lambda, là, ce lambda, déjà, il vaut 0. Parce que si, non, il fait 2 plus 2, 4. Je m'excuse, il fait 4. Je ramène le moins 2. 2 plus 2, ça fait 4. Notez les calculs qui sont simples. Hein. 2 plus 2, ça fait 4. Bon, c'est pas là qu'il faut se tromper, je vous rassure. Bon, lambda vaut 4. Bon, mais il doit valoir 4 pour celui-ci aussi. Et il doit valoir 4 pour celui-ci. Or, si je regarde celui-ci, 4 fois 2, 8, ça fait pas 2. 2 fois 4, ça fait 8. Donc, c'est différent. Donc, j'ai testé avec celui-ci, mais vous pouvez tester avec l'autre. Hein. Ça fera moins 4, moins 1, ça fait moins 5. Moins 5 n'est jamais égal à moins 3. Donc, la première question est fausse. Donc, je ne coche pas. Je ne coche pas. Maintenant, je vais aller vérifier sur GeoGebra. Alors, pour tracer la droite, je vais mettre 2 points. Je prends, par exemple, lambda égale 0. Si lambda égale 0, ben, j'aurai moins 2, 1, 0. Moins 2, 1, 0. Il suffit de remplacer lambda par 0. 1 fois 0, ça fait 0. Moins 1 fois 0, ça fait 0. 2 fois 0, ça fait 0. Donc, je trouve x égale moins 2, y égale moins 1, 0. Donc, moins 2, 1, 0. Moins 2, 1, 0 est un point de la droite. Donc, je vais l'appeler, je sais pas moi, P égale moins 2,1,0. Je vais aller chercher un deuxième point. Alors je prends lambda égale un nombre facile, hein, pour facilement calculer. 1. Une fois 1, 1. 1 moins 2 moins 1. Donc j'aurai je vais l'appeler le point Q. Alors j'ai dit que je prenais 1. Une fois 1, 1 moins 2, ce qui fait moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Et une fois 2, 2 pour le Z. Une fois 2, 2 plus 0 qui fait Z vaut 2. Je vais remplacer lambda égale 1 dans celui-là et dans celui-là. Donc moins 1, 0, 2, c'est le point Q. Moins 1, 0, 2. Q égale moins 1, 0, 2. Je vais relier à droite PQ. Voilà. Et j'ai bien, oui c'est ça, donc c'est lambda. Lambda, c'est lambda moins 2. On a bien ça. Hein. Pour les X, c'est lambda moins 2. Ouais. Lambda, pour les X, c'est lambda moins 2. Pour les Y, bon, je vais chercher les Y, c'est-à-dire la deuxième composante. C'est moins 1 lambda plus 1. Moins 1 lambda plus 1. Moins 1 lambda plus 1, on est d'accord. Et le dernier, on va chercher, pour lambda fois 2, ça fait 2 lambda, plus 0. Ça fait, qui fait 2 lambda plus 0, ça fait 2 lambda. Effectivement, on a bien l'équation de la droite. Alors maintenant, je vais placer le point qui donnait P, enfin le fameux point P, tout à l'heure, je n'aurais pas l'appeler PQ. Mais ici, je vais l'appeler, par exemple, le point PQ, je vais l'appeler R. Parce que j'ai déjà appelé sur GeoGebra PQ, j'ai attribué PQ pour 2 points pour tracer la droite. Mais ici, je vais l'appeler point R. Est-ce que le point R appartient à la droite? 2 moins 3, 2. Je vais mettre 2 moins 3, 2. Je le situe. R égale 2 moins 3, 2. Et vous voyez qu'il n'appartient pas à la droite. Il n'appartient pas à la droite. Il n'appartient pas à la droite. Donc c'était bien faux. Donc la question A, elle est faite. Question assez simple. Maintenant, on va regarder la question B. Un vecteur directeur de D est V moins 1, 1, moins 2.
Mais le vecteur directeur, si je vais chercher l'équation de la droite, ah, ça c'est l'équation de la droite. Donc D a pour équation x égale lambda moins 2, y égale moins lambda plus 1, z égale lambda de lambda, avec lambda appartenant à R. Alors, je vous ai aidé tout à l'heure de mettre les coefficients, ça a une importance ici, parce que ça vous donne directement, je veux dire, un vecteur directeur. Là, on en a un ici, 1, moins 1 et 2. Donc 1 moins 1, 2 est une direction, est un vecteur que je vais appeler, je sais pas moi, VW, je vais appeler W. C'est un vecteur directeur. En d'autres termes, c'est un I moins 1 J plus 2K. Voilà le vecteur, voilà, ça donne une direction. Alors tout ce qui est proportionnel, K bien sûr appartenant à R, sauf 0 parce que sinon j'aurais un point. J'aurais un point, j'évite le point. Donc K appartenant à R, si vous faites K fois, oui ici je ne vais pas l'appeler K, je vais l'appeler, comment est-ce que je pourrais l'appeler, mu. Parce que K, vous risquez de confondre avec ce K-là. Donc je vais l'appeler mu. Alors si je fais une proportion d'oméga, tout ce qui est proportionnel à oméga, enfin ouais, oméga, eh bien ça va donner un vecteur directeur. Il est vecteur directeur, ça donne la direction. Alors je vais mettre la direction sur le GeoGebra, 1, moins 1, 2. Je vais créer le vecteur, on va arrêter ceci. Je vais mettre un vecteur. Alors je vais le lier dans un premier temps par rapport à l'origine. Oh, ou je l'ai lié à P. P. 1, virgule, moins 1, virgule 2. Je fais une bêtise ici. Oui, c'est ça, c'est plutôt ça. Ça, c'est le vecteur directeur. Mais je l'ai lié ici à l'origine. Oui, c'est bien ça, ils sont parallèles. Donc ça donne la direction. C'est une direction delta. Ça donne une direction. Bah, je l'ai lié à l'origine, c'est juste ça. Alors si je veux le lier par rapport à P, ben, vous faites voilà, P moins Q par exemple. P moins Q. C'est-à-dire que vous aurez à avoir le vecteur qui est lié par exemple à P ou à Q, enfin peu importe, on s'en fout. P, et vous faites la différence de composantes, moins 1, moins 2, vous faites soit le vecteur PQ ou QP, on s'en fout. Je dis que c'est une proportion d'oméga, une proportionnalité d'oméga, donc on s'en fout s'il est à l'envers ou à l'endroit, 4 fois plus grand, 4 fois plus... Du moment qu'il est dans la direction, c'est bon. Moins 1, moins 2, bon, je vais faire P moins Q, je vais faire P moins Q. Donc je vais faire le vecteur QP. Alors, moins 2 plus 1, ce qui fait moins 1. 1 moins 0, 1, moins 2.
ça c'est pas bon du tout. J'ai mal fait mes calculs. Bon, je vais corriger ça. Hein. Donc j'ai fait P moins 2 moins 1, ça fait moins 2 plus 1. Ouais, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Un moins 0, ça qui fait 1. Et 0 moins 2, c'est moins 2. Ça c'est pas bon. Oui, 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 c'est parce qu'en fait ici il le considère. Ouais, 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 mais j'ai pas besoin de faire ça. S'il considère comme un point. Ouais, c'est pas comme une composante. Voilà. Là, en faisant ça, il va directement mettre les composantes. Voilà. Je m'excuse. Parce que c'est vrai que si je le mettais comme je l'ai mis, bon, il va considérer comme un point. Donc lui, il voit pas ça comme une composante. Pour avoir une composante, justement, il faut l'origine et l'extrémité. Donc PQ, lui, il calcule lui-même. J'ai pas calculé parce qu'il calcule lui-même. Et là, il est bien lié à P. Là, il est lié à P. Bon, mais ici, ce qui veut dire que la composante 1, tout ce qui est mu fois 1 moins 1, 2, bien, est un vecteur directeur. Voyons voir s'il est proportionnel ici. Moins 1, 1, moins 2. Moins 1, moins 1, 1, moins 2. Bah oui, il est proportionnel à celui-là. Et je dirais que le coefficient de proportionnalité par rapport à celui-ci, le mu, il vaut moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Et moins 1 fois moins 2, ce qui fait 2. Donc oui, donc là, la réponse, il faut la cocher, c'est vrai. Il faut la cocher. Bon, maintenant, c'est pas un vecteur unitaire. Hein. C'est pas un vecteur unitaire. Alors, si vous voulez un vecteur, le normer, si vous voulez le normer, je vais le normer. Je vais prendre n'importe quel vecteur de n'importe quel vecteur. Vous prenez n'importe quel vecteur oméga, mu oméga. Vous prenez n'importe quel vecteur mu oméga. Mais il faut diviser, si vous voulez, par la norme. La norme. Alors je vais le faire avec... j'ai quoi ici 1 moins 1, 2. Je vais le faire avec 1 moins 1, 2. Je peux le faire avec n'importe quel vecteur. Et vous mettez divisé par la norme du vecteur obtenu. Donc 1 moins 1, 2. Ici, sa norme, ça va être, si je prends 1 moins 1, 2. J'espère que c'est bien ça. Je ne me suis pas trompé. 1 moins 1, 2, ouais, c'est ça. Je vais calculer avec celui-ci. Un vecteur normé. Je vais faire 1 divisé par la norme qui est 1 plus, bien sûr c'est 1 au carré, plus moins 1 au carré, plus 2 au carré. Voilà. Et puis vous faites la même chose avec moins 1 divisé par racine carrée de 1 au carré, ça fait 1, plus moins 1 au carré, ça fait 1, 2 au carré, ça fait 4. Voilà. Et le dernier, c'est 2 sur 1 plus 1, ça fait 2, 4 plus 2, ça fait 6, donc c'est racine de 6. Donc là, j'ai un vecteur unitaire. C'est un vecteur normé. C'est un vecteur unitaire, normé. Je vais appeler, je sais pas moi, Z. Voilà. Je vais le dessiner ici. Donc c'est la norme.
Donc c'est un vecteur. Tout d'abord, je vais mettre le point. Je lis à l'origine. Donc c'est... Je vais appeler le point Y. C'est le point Y. 1 sur virgule moins 1 sur et 1 sur, enfin 2 sur voilà. Alors je vais chercher le vecteur, je lis à l'origine au Y, voilà, et je vais faire voilà, sa norme vaut 1. Donc ici j'ai un vecteur normé, il est normé, c'est un vecteur unitaire, normé. J'ai normé le vecteur. Il n'y en a qu'un seul de vecteur normé. Hein. Ouais, il y a son contraire aussi qui est dans l'autre sens, mais enfin bref, il y en a deux. C'est 1 et moins 1. On va dire c'est 1 et moins 1. Parce qu'il y a celui qui est dans l'autre sens, sa norme vaut aussi 1. Il y en a deux. On va dire il y en a deux. C'est un vecteur unitaire. Et je peux faire ça avec tout n'importe quel vecteur, bien sûr, mu oméga. Hein. Alors si vous voulez la formule, voilà, ben, je l'ai donné. Ce sera la composante que je vais appeler, je sais pas moi, je vais appeler un vecteur W. Pour tout vecteur W, pour avoir un vecteur normé, c'est sa composante W sur la norme de W. Voilà, ça en I. En J, c'est W2 sur la norme de W. Et la composante W3, c'est W3 sur la norme de W. Et à ce moment-là, quand vous avez ceci, mais la norme de W, enfin, si je peux pas l'appeler W, oui, je peux pas l'appeler W. Je peux pas l'appeler W, je vais l'appeler U, vecteur unitaire. C'est un vecteur unitaire. Donc j'aurai la norme de U qui est égale à 1. Avec un vecteur W, sa norme c'est W1 I plus W2J plus W3K. Attention que là, il n'est pas unitaire. Hein. Là, il n'est pas unitaire. Voilà. Pour le rendre unitaire, vous devez passer par ceci. Et ça, c'est la même chose de dire que c'est I plus J plus K. C'est la même chose de dire ceci. Voilà, moi je parle en composantes, bon, comme ceci, je mets dans entre parenthèses et je dis que c'est les composantes, c'est en fait c'est IJK. Donc la question, donc c'est comment normer, hein, comment le normer. Donc un vecteur directeur de D est V-1, 1, moins 2, oui. D est perpendiculaire au plan pi. Voilà, ça c'est un nouveau plan. D'ailleurs je vais l'écrire. Enfin c'est un plan qui est pi. Vous voyez qu'il y a trois plans hein, dans les questions suivantes. Il y a C, D, E. Il y a le plan pi, plan alpha et plan bêta. X moins Y plus 2Z moins 3. X moins Y plus 2Z moins 3.
égale 0, bien sûr, parce que c'est f de x, y, z égale 0, donc x moins y, plus 2z, moins 3 égale 0. Voilà, on a le plan. Et il demande si c'est perpendiculaire. Ah ouais, on le voit, on aperçoit que c'est vrai. Alors pourquoi c'est vrai? Ben, regardez bien. Donc la question, attention qu'ici, un vecteur directeur de V, de D et V, avec une flèche. D est perpendiculaire au plan pi. Question suivante, D est perpendiculaire au plan pi. Est-ce vrai? La question mathématique, elle se présente sous forme de symbolisme. Est-ce que D est perpendiculaire à pi? Pi, on connaît son équation, je vais te la donner. Je vais la rechercher directement ici. J'en profite pour agrandir les accolades. Ça, D a pour équation x égale lambda moins 2, y égale moins lambda plus 1, z égale 2 lambda. Et on donne le plan pi. Bon, on demande si D est perpendiculaire au plan. Bon. Alors, quand on a une équation comme celle-ci, vous savez très bien que ce qui est donné, dans la vue de l'équation générale canonique du plan, qui est, bien sûr, l'équation du plan, c'est mx plus ny plus pz plus q égale 0. Ou si vous voulez, bon, il y en a qui écrivent aussi avec des indices A1 x1 plus A2 x2 plus A3 x3 plus A4 égale 0. Bien sûr, avec, si je prends celui-là, MNPQ différent de 0, 0, 0. Sinon, on n'aurait pas de plan. Ça ne doit pas simultanément être les trois nuls en même temps, parce que sinon, on n'a pas de plan. Eh bien, ce que vous avez ici, les coefficients MNP, mais ce sont les coefficients de la normale au plan. C'est le vecteur directeur normal au plan. Ça veut dire le vecteur normal au plan, c'est a pour composante 1i moins 1j plus 2k. Bon, et moi je l'écris comme ceci, hein. Ça veut dire que ce sont les composantes. Je viens de vous citer que c'était 1i moins 1j plus 2k. Et le vecteur directeur de la droite, ici, vecteur directeur dire droite D, son vecteur directeur c'est 1i plus moins 1j plus 2k, que j'écris comme ceci. C'est un vecteur, hein, c'est les composantes vectorielles. 1, moins 1, 2. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la composante normale du plan, hein, la composante normale du plan est la composante du vecteur directeur de la droite. En d'autres termes, je vais vous montrer ici. Donc, vous avez le plan. Ça, c'est le plan, je ne sais plus comment ça s'appelle, pi. Voilà, je vais l'appeler pi. Voilà. J'ai le vecteur normal. Ce vecteur normal, il est normal au plan, puisque c'est un vecteur normal que j'appelle Vn. Alors, la droite, il y a un vecteur directeur, hein. Il y a un vecteur qui dirige, enfin qui donne la direction de la droite, D, vecteur directeur. Eh bien, le vecteur, si le vecteur normal et directeur
Oui, je ne sais plus c'était quoi la question. Des perpendiculaires au plan. Donc, pour être perpendiculaire, ça veut dire que la droite doit être comme ceci. Doit être comme ceci. Là, on a une droite qui est perpendiculaire au plan. Ce qui veut dire que, ça c'est la droite, pour qu'elle soit perpendiculaire au plan, il faut que le vecteur directeur de la droite soit parallèle. Le vecteur directeur de la droite doit être proportionnel à Vn, ou inversement, hein, avec lambda appartenant à R. Bon, R sauf 0 pour ne pas avoir un point. Donc s'ils sont proportionnels, ça veut dire ils sont parallèles, ils sont collinéaires, enfin ils sont parallèles, s'ils sont parallèles, à ce moment-là on peut dire que c'est perpendiculaire. Alors il suffit juste de voir les composantes, si les composantes sont proportionnelles. La composante de V dire est proportionnelle à la composante de Vn. Et ici c'est le cas. C'est le cas. Si vous faites, je sais pas où qu'il était, voilà, Vn il est là, je vais aller rechercher Vn, 1 moins 1, 2. Vn c'est 1 moins 1, 1 moins 1, 2. Vn égale 1 moins 1, 2. V directeur de la droite, le vecteur qui dirige qui donne la direction de la droite, et V c'est le vecteur normal au plan. Et là on voit que c'est 1 moins 1, 2 égale 1 moins 1, 2. Est-ce qu'ils sont proportionnels? Ben oui, ils sont même pas proportionnels, ils sont égaux. C'est-à-dire que le coefficient de proportionnalité lambda ici il vaut 1. Il vaut 1. Si j'avais trouvé lambda 2, 3, 4, peu importe, c'est toujours, ce sera toujours le vecteur normal et le vecteur directeur seront parallèles. Et donc, même s'il est plus grand, on s'en fout. C'est pas une question de grandeur, c'est une question de direction. Donc, qu'est-ce qui donne la direction? C'est une proportionnalité de vecteur-directeur. C'est une proportionnalité de vecteur donne voilà, le parallélisme. Et là, c'est parallèle ici. Donc, et le lambda, il vaut exactement 1. Donc, ils ont même, c'est les mêmes. Donc, en fait, oui, ils sont perpendiculaires. Alors, je vais aller sur GeoGebra, je vais vous dessiner le vecteur normal. Ben, oui, je l'ai déjà. Je l'ai déjà parce que c'est le vecteur directeur de la droite. Alors, voilà, il est normal. Alors maintenant, je vais rechercher l'angle. Il va vous dire qu'il y a 90 degrés, c'est normal parce que c'est perpendiculaire, entre la droite et le plan. On sait bien que c'est 90, hein, bon, voilà. Mais je vais vous le montrer ici comment on fait. On a le plan. Il faut que j'aille chercher la droite. Bon, il n'y a pas de droite ici. La droite, je ne sais pas ce que c'est. C'était F. Donc c'est angle EF. Angle E, virgule F. 90 degrés. Effectivement. On a un angle droit. Alors quand c'est un angle droit, il vous le dit. Hein. Alors vous voyez le symbolisme de l'angle droit. Il vous met un petit carré. Un petit carré à l'envers, ça veut dire qu'il y a un angle droit. Parce que s'il n'y a pas un angle droit, je ne crois pas qu'il met avec des petits carrés comme ça. Ça c'est parce que c'est un angle droit. Quand c'est 90, il vous met un petit carré pour vous dire que c'est un angle droit. Alors l'angle droit, alors tout dépend. Bon, ça, s'il y a un angle droit, je dirais, je ferai le symbolisme comme ceci. Voilà. Alors ici, supposons que j'ai une droite D1, une droite D2. Il y a un deuxième symbolisme, c'est de se dire qu'on a
si on a un angle droit pris comme ceci, voilà, donc je vais prendre le symbolisme comme ceci, voilà, D1 perpendiculaire à D2, mais d'autres mettront ceci hein, comme symbole, voilà, voilà, et c'est ce que fait GeoGebra. Ça c'est pour dire qu'il y a un angle droit. Ces trois symbolismes d'angle droit. Maintenant, rien ne vous empêche aussi de faire ceci. Hein. Vous mettez ceci, comme à l'accoutumée, là, ça fait 90 degrés. Voilà. Mais quand c'est un angle droit, il y a un symbolisme tout fait pour être utilisé. Donc, est-ce que D perpendiculaire au plan X, au plan pi, je m'excuse, au plan pi, oui, c'était vrai. Donc pour l'instant, il y a deux vrais, une question vraie, une question fausse. Alors, D est incluse dans le plan alpha. Je vais rechercher le D. On va traiter cette question. D est incluse dans le plan alpha. Alors c'est plus le plan pi, hein, c'est un autre plan. C'est le plan alpha. Alors, je vais chercher son équation. Donc c'est l'interaction, enfin pas l'interaction, on va dire, c'est voilà, la discussion entre une droite et un plan. Et voir si cette droite est incluse dans le plan. Alors, D est inclus. Est-ce que D est inclus dans alpha? Bon, c'est une question, bien sûr. Hein. C'est-à-dire, est-ce que alpha comprend la droite D? Est-ce que alpha, est-ce que le plan pi, je m'excuse, est-ce que le plan alpha comprend la droite D? Bon, ça c'est au niveau mathématique, comment ça devrait s'inscrire. Est-ce que D est inclus dans alpha? Alors, alpha, c'est une infinité double de points, bien sûr. La droite, c'est une infinité simple de points. Alors, on dit, bon, est-ce que l'infinité simple est incluse dans l'infinité double? Ou est-ce que l'infinité double de points comprend une infinité simple de points? Donc on a un plan donné sous forme d'équation générale. On demande si la droite est incluse dans le plan. Bon, ça c'est assez simple. Il suffit de remplacer le x par sa valeur. Sa valeur c'est lambda moins 2. Moins y, c'est moins lambda plus 1. Moins z, c'est 2 lambda. Plus 4 égale 0. Alors on a lambda moins 2 plus lambda moins 1 moins 2 lambda plus 4 égale 0. Donc on aura 2 lambda moins 2 lambda, et voilà. On peut terminer les hostilités ici. Par quoi? Parce que regardez bien, on aura moins 4, je le fais passer de l'autre côté, plus 1, plus 2, moins 4 plus 3, moins 1. Alors ce qui veut dire que on a une équation impossible. C'est impossible. Puisque 0 fois quelque chose, 0 lambda, est égal à un nombre. 0 fois quelque chose, ça fait 0. Hein. Ça fait jamais un nombre. C'est une équation, ce qu'on appelle une équation du premier degré.
premier degré, parce que c'est degré 1 en lambda exposant 1 à une inconnue lambda. Donc on a une équation de premier degré à une inconnue pour lequel on a une équation, ce qu'on appelle une équation impossible. 0 fois quelque chose, ça fait 0, ça fera jamais moins 2. Donc, ce qui veut dire qu'en d'autres termes, qu'il n'y a pas de solution pour trouver lambda, ce qui veut dire que il y a impossibilité de trouver un lambda appartenant à R tel que on puisse avoir l'équation de la droite, puisque l'équation, quand on met la droite, voilà, l'équation, les valeurs de la droite dans le plan, on trouve qu'on a une équation impossible, ce qui veut dire que c'est impossible de trouver ce fameux lambda. Si c'est impossible de trouver ce fameux lambda, ça signifie que la droite n'est pas inclue dans le plan, tout simplement. Alors je vais créer ce plan, donc on va le voir sur GeoGebra. Donc c'est faux, hein. La question c'est faux. C'est faux, donc là je ne dois pas cocher. Je dois aller chercher maintenant, je vais le dessiner sur GeoGebra, x moins y moins z plus 4, x moins y moins z plus 4. Voilà ce plan. C'est le plan. Ouais, c'est pas celui-là. Il faut que je... Oui, c'est pas bon ça. C'est pour ça que je ne le voyais pas apparaître. C'est x moins y moins z plus 4 égale 0. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, c'est pour ça que cette fois-ci il apparaît. Alors maintenant je vais mettre le fameux point que... Enfin la fameuse droite. Ben, la droite, oui, la droite on... Tiens, la droite. Cette fameuse droite. Ouais. Est-ce qu'elle appartient ou elle n'appartient pas? Alors, F inter G. Voilà. Il vous dit qu'il n'y a pas d'intersection entre le plan et la droite, c'est-à-dire que ici, dans ce cas-ci, je pourrais dire que D inter alpha égale voilà, l'ensemble vide. On indique comme ceci. Il n'y a pas d'intersection. Alors on serait tenté de croire qu'il y en a une en regardant, mais en fait non, il n'y en a pas. Parce qu'il voilà, il est complètement un petit peu déviant, il est un petit peu, il apparaît vraiment tout juste pour dire qu'il appartiendrait, mais on croirait qu'il appartiendrait en regardant, mais en observant, mais en fait il n'appartient pas. Il n'appartient pas au plan. Alors on croirait qu'il appartiendrait. Hein. On croirait qu'il appartiendrait, mais il n'appartient pas. X moins Y moins Z. X moins Y moins Z plus 4 égale 0. Il n'appartient pas. Lambda moins 2 moins lambda plus 1 moins de lambda plus 4, ce qui fait lambda moins 2 plus lambda moins 1 moins 2 lambda. On a bien 2 lambda moins 2. 2 lambda moins 2 lambda, ce qui fait 0 lambda. Moins 2 moins 1 moins 3. 4 moins 3. Attention qu'ici c'est 4
Ici, je me suis juste trompé, mais de toute façon, ça ne change rien. Parce que c'est moins 4 plus 3. Et moins 4 plus 3, ça fait toujours un nombre. Hein. C'est moins 1. Donc, il n'appartient pas, il ne faut pas cocher. Quoique, quand on observe, on croirait qu'il appartient, mais en fait, il n'appartient pas. Il faut faire attention à ce que vous voyez aussi. Il ne faut pas toujours directement conjecturer parce que c'est proche. Non, il faut faire les calculs aussi. Hein. Alors, dernière question, le E. D est parallèle au plan 4x plus 2y moins z. Alors, je vais rechercher le bêta. C'est un autre plan, c'est un troisième plan, c'est toujours... voilà. Ça, c'est le plan. Je vais chercher la droite. Alors, il demande si... D est parallèle au plan. D parallèle au plan bêta. D parallèle au plan bêta. Il demande si D... Est-ce que D est parallèle à bêta? C'est la question. Alors, là, on a un plan qui est bêta. On a une équation qui est donnée en fonction de la normale. Hein, ça, vous le savez très bien. La normale au plan. On a un vecteur normal au plan. Voilà, sa composante, c'est 4i plus... Ça, c'est la vecteur normale, c'est W. 4i plus 2j moins 1. Voilà, sa composante normale. On demande, bon, la droite a pour vecteur, donc c'est le vecteur normal, ça c'est le vecteur normal au plan, bien sûr, bêta. Et le vecteur, lui, son vecteur directeur de la droite, si j'ai la droite, c'est, donc je vous l'ai dit, 1, moins 1, 2. 1, moins 1, 2. C'est 1, moins 1, 2. Alors pour que le plan ici soit parallèle à la droite, il faut que le vecteur W soit perpendiculaire à cette droite. Alors il y a plusieurs manières de faire. Notamment, par exemple, en regardant la condition d'orthogonalité, je vais faire le vecteur normal à bêta. Je fais le produit scalaire avec le vecteur directeur. Ça, c'est le vecteur directeur de la droite. Je fais le produit scalaire et condition d'orthogonalité pour que ce soit orthogonal, le vecteur normal au plan bêta et le vecteur directeur de la droite, pour qu'il soit normal, enfin pour qu'il soit parallèle, il faut que le vecteur normal au plan et le vecteur directeur de la droite soient perpendiculaires, c'est-à-dire que le produit scalaire donne 0. C'est une condition d'orthogonalité. Donc ce qui veut dire que je vais faire 1 fois 4, 1 fois 4, plus 2 fois moins 1, plus moins 1 fois 2, ce qui fait moins 2. Et là, on a bien 0, donc ils sont perpendiculaires. Alors, une autre manière de faire, un peu plus compliquée, c'est de ramener tout le plan bêta. Je ramenais le plan bêta à un plan directeur.
ce plan directeur, c'est 4x. 4x. Plan directeur, ce serait 4x plus 2y moins z égale 0. C'est un plan directeur qui passe par l'origine. Et bien sûr, incorporer bon, le point, le point 1 moins 1, 2, puisque, bon, pourquoi 1 moins 1, 2 ben, c'est parce que c'est un vecteur directeur qui serait lié à l'origine, et là, on peut prendre les composantes, puisqu'il est lié à l'origine, et on regarderait que ce point-là appartiendrait, que ce point-là appartiendrait bien au plan directeur. Voilà. Ben, ça, c'est une deuxième solution. Je ne le fais pas ici, mais en tout cas, je peux vous dire que c'est perpendiculaire parce que je viens de faire le produit scalaire. Donc, est-ce qu'il est parallèle? Ben oui, il est parallèle. Donc, ce qui veut dire que je vais cocher la case ici, c'est vrai. Alors maintenant, je vais vite le voir par GeoGebra. L'équation, c'est 4x plus 2y moins z moins 3 égale 0. Là, 4x plus 2y moins 3, il manque un z. 4x plus 2y moins z moins z moins 3 égale 0. J'ai le plan. C'est le H. La droite, je ne la vois plus. Je vais retirer les deux autres plans. Voilà, on a le plan. Et là, on voit bien qu'il est parallèle. Je vais regarder l'angle GH. Non, ça il ne me le fera pas. Tiens, j'ai même l'impression qu'il est sur le plan. Il est dans le plan. Il est dans le plan. Pour ça, pour voir s'il est dans le plan, il suffit de prendre deux points de la droite et remplacer dans le plan. Hein. Voir s'ils y sont. Alors, je prends par exemple le point moins 2, 1, 0. Moins 2, 1, 0. Je prends lambda égale 0. Donc, moins 2, 1, 0. Alors, si je fais moins 2, 1, 0, j'aurai moins 8 plus 2. Moins 8 plus 2. 6. Donc il n'appartient pas au plan. Là encore une fois. C'est 2y. Oui, 2y moins. Non, la droite. Encore une fois, il apparaît être dans le plan, mais il n'y est pas en fait. Cette droite n'est pas dans le plan. C'est limite, c'est limite. Voilà. C'est limite. Voilà, là on voit bien, il n'est pas. Voilà, on voit bien qu'il est distant. Mais en tout cas, il est parallèle. Hein. Voilà, là, j'ai fait un zoom. Là, dans le zoom, on voit bien qu'il est parallèle. Voilà, il est parallèle, mais c'est parce que j'avais fait un zoom trop grand, donc il paraissait dessus. Il paraissait dessus. On voit bien qu'ils sont parallèles.
Alors ce que je pourrais faire, c'est mettre 2 points dans le plan. Enfin, j'ai rien dit. Bon, voilà. Ils sont parallèles, donc la droite, le plan est parallèle. Voilà, donc ici, vous voyez un petit peu c'est des questions relatives, bon, c'est des questions à choix multiples, cocher les réponses correctes, mais ça a à voir avec les positions relatives. Et voilà, situation de point. Hein. On demande, est-ce que dès qu'on prend le point, ça c'est une question situationnelle, un vecteur directeur de D est V, on demande de prouver qu'on a un vecteur directeur de la droite. Donc la direction, c'est de tenter de connaître la direction de la droite par un vecteur directeur de la droite. Et puis on demande une question sur voilà, une position relative. Ici c'est une perpendicularité. Tout comme la question E, c'est une position relative, puisqu'on demande si D est parallèle au plan pi, au plan bêta. Donc C et D, ce sont des questions de position relative. D est incluse dans le plan, c'est juste pour voir si bon, la droite fait partie du plan ou pas. Donc la première question, est-ce que le point fait partie de la droite? Petit b, c'est pour avoir la direction de la droite. Petit c, c'est une position relative, qui est une perpendicularité ici. Le petit d, c'est de voir si bon, la droite est incluse dans le plan. Donc premier point, c'est droite. Le point est inclus dans le point est inclus dans la droite. Si je prends le point ici, je vais l'appeler A. Est-ce que A appartient à la droite ou A est inclus dans la droite, si vous voulez? Ça c'est pour cette question-là. Cette question-là, est-ce que D est inclus dans le plan alpha? Voilà. Alors, ce sont des questions de position relative, ces deux-ci, parallèles et perpendiculaires. Et celle-là, c'est une question tout simplement de connaître la direction d'une droite. La direction d'une droite. Bon, c'est des questions, je veux dire, qui sont familières, qu'on trouve assez souvent bon, dans des questions, voilà, des questions soit de connaissances ou des questions de, voilà, de travaux pratiques ou de devoirs ou d'exercices développés en classe ou d'exercices demandés en tant que devoir ou de préparation. Voilà, c'est des questions familières, c'est des questions tout à fait banales, puisque en fait c'est les premières questions qu'on peut se demander. Est-ce qu'une droite appartient à un plan? Est-ce qu'un point appartient à une droite? Est-ce que, ou inversement, est-ce que la droite comprend le point? Est-ce que la droite passe par le point? C'est toutes des questions qui sont, je veux dire, banales. C'est des questions tout à fait qu'on peut se poser quand on a des points droite et plan. Points droite et plan, qui sont des éléments de l'espace euclidien, bien sûr. C'est les premières questions qui nous viennent à l'esprit. Est-ce que ce point bon, est situé loin de la droite? Est-ce que ces deux droites sont parallèles? Est-ce que ces deux droites sont orthogonales? Est-ce qu'elles sont gauches? Est-ce qu'elles sont séquentes? Ou si elles sont séquentes, elles se touchent où? Enfin, elles intersectent où? Si elles sont séquentes, elles intersectent où? Où ont-ils leur point d'intersection? Quel est l'angle entre les deux droites? Quel est l'angle entre une droite et un plan? Quel est l'angle entre deux plans? Bon, quelle est la distance entre deux points, la distance entre deux droites, tralali, tralala, patati patata. Bon, c'est toutes des questions qui peuvent être posées et qui sont familières et qui sont banales puisqu'on les retrouve régulièrement quand vous faites de la formation sur la géométrie analytique dans l'espace. Je vous remercie.